Pour comprendre la notion de groupe d'objets, vous faites cette simple expérience. Vous allez dans le répertoire Simple Entity et vous placez sur le sable différents objets. Ensuite, vous sélectionnez par exemple les deux barils grâce à la touche CTRL et les deux caisses. Ensuite, vous allez dans le menu Groupe et vous cliquez simplement sur Groupe. Vous donnez un nom de groupe, par exemple objet 1, OK. Vous voyez maintenant que vous venez de constituer un groupe avec ces 4 objets. Lorsqu'un groupe est constitué dans une map, il est entouré d'une grande boîte verte. Vous pouvez aussi cliquer sur Liste d'objets et vous voyez ici la notion de groupe. Faites OK, vous venez de sélectionner le groupe. Vous pouvez appliquer à ce groupe toutes les opérations de déplacement et de rotation. Si vous désirez rajouter un objet à un groupe, il suffit simplement de sélectionner cet objet, d'aller dans Groupe, de faire Attache et de sélectionner le groupe pour que l'objet apparaisse dans le groupe. Si par exemple vous désirez modifier un objet dans un groupe, vous pouvez faire ceci, vous sélectionnez le groupe, ensuite vous faites Open. À ce moment-là, les éléments dans le groupe sont séparés et vous pouvez par exemple appliquer ici un déplacement de cette caisse. Voilà. Ensuite, il va vous falloir refermer le groupe, toujours en sélectionnant le groupe et en faisant Close. Pour supprimer un groupe, il suffit simplement de sélectionner le groupe que vous voulez supprimer, faire Groupe, Ungroup. À ce moment-là, les éléments sont de nouveau séparés. Réalisons une nouvelle expérience en plaçant sur le terrain une caisse et un baril d'huile pour comprendre la notion de lien. Alors, dans le cas présent, vous allez considérer que la caisse ici est ce que l'on appellera un enfant et le baril sera le père. Pour créer une hiérarchie entre un enfant et un père, on va utiliser la chaîne qui est ici et qui va nous permettre de faire un lien entre l'enfant vers le père. Sélectionnez ensuite le père, appliquez une rotation suivant l'axe des Z et vous constatez que l'enfant suit le père. Si vous sélectionnez par contre la caisse tourne sur elle-même. Pour défaire un lien entre un enfant et un père, il vous suffira simplement de cliquer sur cette icône. Faites cet exercice en donnant ici le nom de père au baril, père, ici à cette caisse enfant 1, enfant 2 et enfant 3. Maintenant, sélectionnez l'enfant 1, faites une liaison entre l'enfant 1 et le père. Faites une liaison entre l'enfant 2 et le père. Et la même chose avec l'enfant 3 et le père. Maintenant, faites tourner le père pour constater que les 3 enfants suivent. Cliquez maintenant sur l'icône Selected Object. Vous voyez que là, vous avez le père et les 3 enfants. Maintenant, faites ceci, activez cette variable pour voir la hiérarchie que vous avez créée, le père étant à la racine de la hiérarchie. Regardons les différentes possibilités de configuration de l'éditeur de Far Cry. On peut par exemple décrocher toute la partie droite du menu
ou bien positionner le menu à gauche. Vous pouvez aussi agrandir cette partie de menu. Vous avez aussi la possibilité de changer la configuration des menus ici. Par exemple, je fais ici ça sur 4 lignes. Ensuite, je rétablis la situation. Vous pouvez rendre invisible la barre des outils, ainsi que la barre déroulante. Vous pouvez afficher la fenêtre perspective en vue fil de fer en sélectionnant cette variable. Ici, les entités qui se trouvent sur le terrain peuvent être affichées avec leur label. En activant cette variable, vous voyez ici que je trouve le label de ce baril. Vous pouvez changer le nom des labels ou des étiquettes à cet endroit. Changer la configuration des fenêtres, par exemple 4 fenêtres, OK. Chaque fenêtre peut être séparément aussi changée par View. Par exemple, je peux définir que cette fenêtre soit la vue de dessus et que celle-ci soit la vue de gauche. Vous voyez que vous pouvez aussi afficher la vue Map. Vous pouvez aussi changer manuellement la configuration des fenêtres, comme cela vous convient. Il existe aussi une vue qui vous permet de voir les différents modèles qui existent dans le jeu de Far Cry. Modèle Preview, que vous pouvez agrandir. Pour utiliser la fenêtre Model Preview, il suffit de cliquer à cet endroit pour aller chercher un objet dans les différentes entités. Ensuite, vous pouvez, grâce au bouton droit de la souris, faire un pan à droite, à gauche, en haut, en bas. Le bouton gauche vous permet de tourner autour de l'objet et les deux boutons vous permettent de faire un zoom sur l'objet. Allez par exemple chercher un personnage dans la librairie des caractères du jeu. Ensuite, cliquez sur une animation possible pour voir le résultat dans la fenêtre de Preview. Faites Reload pour retrouver le caractère d'origine. Les personnages dans Far Cry sont constitués d'un squelette dont chaque partie du squelette est appelée un bone. Ici, vous avez la liste de toutes les bones qui se trouvent sur ce type de personnage. Vous avez la main, le bras, l'avant-bras et ainsi de suite. Alors, cherchez maintenant ce bone où on va pouvoir attacher à ce bone un fusil d'assaut par exemple. Cherchez le fusil d'assaut à cet endroit. J'utilise un M4, Open, et ensuite je fais attache. Regardons un peu les propriétés du modèle Preview. Là, vous avez un affichage en fil de fer. Ici, vous avez la possibilité d'afficher une grille de travail. Là, vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du personnage ou bien des objets. Vous pouvez aussi dire que la lumière est animée, c'est-à-dire qu'elle va tourner autour du personnage. Ou bien que vous avez deux lampes, une qui se trouve devant et une autre qui se trouve derrière le personnage. Regardons le menu Préférences. Tool, Préférences. Vous avez ici dans les General Settings et sous Général le nombre de niveaux de retour lorsque vous faites une action, c'est-à-dire le nombre de Undo. Dans la catégorie File, vous avez ici la possibilité de générer un backup en cours de route. Si vous activez cette variable, vous aurez un backup ici par exemple toutes les 10 minutes et qui aura comme nom Auto Backup.
vous pouvez bien sûr changer le nom de ce fichier. Si maintenant vous laissez active cette variable, vous aurez une sauvegarde au moment de la fermeture de l'éditeur. Ici, vous trouvez le chemin de l'éditeur de texte qui est utilisé pour générer des scripts dans Farcrite. L'éditeur de script utilisé par défaut dans Farcrite est UltraEdit. Dans la catégorie Viewport et sous Général, vous avez la possibilité de synchroniser les vues dans les différentes fenêtres, top, left, vue, front et ainsi de suite. Vous vous souvenez que nous avons vu une application de cela. Là, vous avez la possibilité de changer la focale dans la vue perspective, ainsi que les proportions de la fenêtre de preview. Là, ce sont différentes possibilités d'afficher des liens, par exemple, entre les objets qui sont liés. Là, ce sera dans le cas d'une animation, on verra le chemin de l'animation. Cette partie du menu préférences, qui s'appelle Gizmo, vous permet de définir la grandeur des axes, par exemple, d'un objet sélectionné. Ici, la grandeur des axes X, Y, Z. Ici, vous pouvez activer ou désactiver les lettres qui se trouvent au bout des axes. Faites une expérience en changeant par exemple ici et en mettant 0.8. OK, vous voyez que les axes ont changé de grandeur. Essayons de comprendre à travers différents exemples la technique de l'éclairage dans Farcrite. Pour commencer, je vais m'intéresser à la technique de l'éclairage à l'intérieur. Pour cela, j'ai créé un bunker. Et ensuite, j'ai placé une première lampe à l'intérieur de ce bunker. Je trouve cette entity light à cet endroit. Et vous voyez ici que j'ai affaire déjà à une dynamic light. C'est grâce aux paramètres de la dynamic light que je vais pouvoir créer différents types d'éclairage dans l'éditeur. Intéressons-nous en premier aux lumières statiques. Pour créer une lumière statique, il faut cocher FAC Light. Ensuite, vous désactivez Utilisation en temps réel, si ce n'était pas le cas, et vous mettez la variable Cast Lightmap sur Vrai. Ensuite, vous allez devoir lancer un calcul de Lightmap. Vous cliquez ici et vous lancez le calcul de la Lightmap. Attention, ce calcul peut prendre beaucoup de temps si vous avez beaucoup de lumière statique dans votre map. Voilà le résultat que l'on obtient. Si maintenant je diminue le rayon d'action de cette lampe en donnant une valeur un peu plus petite et que je relance un calcul de Lightmap, j'obtiens un autre résultat. Si vous utilisez l'outil de déplacement et que vous déplacez votre lampe, vous constatez bien que la lumière ne bouge pas, donc la lumière a été précalculée. Si vous revenez en Dynamic Light en désélectionnant cette variable ainsi que celle-ci et que vous vous mettez en Real Time, vous voyez que l'éclairage est différent et si maintenant je déplace la source de lumière suit bien sur les murs. Nous venons de voir la différence essentielle entre les Static Light qui sont précalculés et les Dynamic Light qui travaillent en temps réel. Intéressons-nous plus en détail aux paramètres de la Dynamic Light. Première chose, ici la valeur active, c'est comme l'interrupteur de la lampe. Vous voyez que je peux allumer ou éteindre la lampe ici. Je peux choisir la couleur de diffusion de la lampe en changeant la valeur ici. Je peux changer le multiplicateur de diffusion, c'est-à-dire la puissance de la lampe.
Ensuite, là, vous avez le rayon d'action de la lampe, comme nous avons déjà vu précédemment. Pour voir ce que l'on appelle le paramètre spéculaire, ou la couleur de la lumière spéculaire, je crée cette scène avec un baril, et je constate ici, en déplaçant la lampe à cet endroit, que là j'obtiens une autre lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière spéculaire d'un objet. Changeons sa couleur. Et vous voyez que la couleur change à cet endroit. De la même façon, vous avez ici aussi un multiplicateur de lumière spéculaire. En agissant sur la variable LightSteal, on peut obtenir des flashs de lampe par exemple, ou d'autres effets. Il suffit simplement de changer le chiffre ici et de tester. Nous pouvons aussi utiliser la lampe comme projecteur de texture en cliquant ici et en choisissant une texture appropriée. Vous voyez ici la texture qui est projetée sur le sol. Vous pouvez changer la focale de projection. Et aussi de décider que la projection sera projetée dans toutes les directions en activant cette variable. Une variable extrêmement intéressante et qui donne beaucoup de possibilités d'éclairage est de rajouter un shader à la lampe. Vous cliquez sur cette variable et en cliquant sur ce bouton, vous ouvrez la fenêtre et choisissez le type de shader qui vous intéresse. Vous voyez ce que l'on obtient ici, un cône de lumière volumétrique. Essayez par exemple ce type de shader. Un autre type extrêmement intéressant aussi et qui montre toutes les possibilités de ces shaders. Déplacement d'une source de lumière. Avec la variable LightType, vous pouvez choisir différents supports de lampe. Mettons par exemple 2. Faites un reload script et vous voyez que vous venez d'obtenir un support de lampe. Vous pouvez choisir un autre support en mettant par exemple 3. N'oubliez pas de faire reload script pour que le support prenne la position exacte. Vous pouvez utiliser l'outil de déplacement et vous voyez que la lampe suit. Faites CTRL-G pour simuler et ensuite essayez de toucher la lampe et vous verrez qu'elle oscille au bout de sa chaîne. Pour créer des ombres avec les Dynamic Light, il faut faire deux choses. La première est de dire à la lumière de projeter une ombre. Ceci se fait grâce à cette variable. La deuxième chose est d'informer les objets qu'ils doivent projeter des ombres au sol. Dans notre cas, nous n'avons qu'un baril qui va projeter une ombre sur le sol. Je dois aussi initialiser cette variable. Vous voyez apparaître l'ombre. Utilisez l'outil de déplacement pour voir que l'ombre suit bien le spot. Mais attention, cela demande beaucoup de ressources et de temps de calcul lorsque l'on joue. Revenons un petit moment sur les Static Light que je vais rajouter ici dans ce coin. Je donne la couleur bleue à la Static Light. Ensuite, je sélectionne tous les endroits
dont je veux que la light map soit calculée. Et cette fois, je fais seulement Generate Light Map sur la sélection. Le résultat est beaucoup plus rapide et on voit ici l'effet. Il existe aussi différents paramètres qui sont extrêmement importants dans le compilateur de Lightmap. La qualité du résultat final. Ici, vous pouvez augmenter la qualité en montant sur résolution plus haute. Et là, le choix de la résolution de la texture. Attention, cela prendra énormément de temps de calcul. Et cette partie-là est utilisée pour ce qu'on appelle l'anti-aliasing sur les lignes. Ici, vous avez un exemple avec deux lumières statiques de couleurs différentes. Regardons ensemble un petit exercice de style en utilisant la Track View. J'ai positionné donc une Dynamic Light dans ma scène et je lui ai rajouté un shader du type Beam. Ensuite, je crée une nouvelle séquence dans mon Track View que j'appelle lampe. Je clique sur cette icône pour ajouter la Dynamic Light dans mon Track View. Et sur position, je vais jouer sur la rotation de la lampe en cliquant d'abord sur son bouton et ensuite j'utilise l'outil de rotation. Je bouge légèrement ma lampe, ce qui crée une première clé et ensuite je vais par exemple ici et ainsi de suite. Voilà, je constate ici le résultat. Je mets les butées, je clique ici sur boucle et je joue ma séquence. Je n'oublie pas aussi de définir play on load, c'est-à-dire que ça sera joué dans le jeu pour la séquence de la lampe.